On dirait le petit personnel. La voix de mon père a tranché l'ambiance jazz comme une lame de rasoir. Je me tenais dans le grand hall du Yacht Club de Biarritz, le parquet en acajou ciré reflétant mes bottes de chantier couvertes de poussière. Pierre me barrait la route. Le visage tordu par ce rictus de mépris qu'il réservait d'habitude aux serveurs qui apportaient le mauvais millésime. Derrière lui, le gala battait son plein tintement des verres en cristal, froissement des robes de soie, une célébration pour leurs 30 ans de mariage que j'avais personnellement financée à hauteur de 20 000 €. « Sors d'ici !» siffla-t-il en faisant signe aux vigiles. Avant de gâcher l'esthétique pour les investisseurs. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je suis montée dans la cabine de mon 4x4, la lourde portière étouffant les sons feutrés de l'orchestre de jazz et les rires polis de gens qui n'avaient jamais travaillé un seul jour de leur vie. Le silence à l'intérieur de l'habitacle fut soudain et absolu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le volant de frustration. Je n'ai même pas regardé en arrière vers les portes en chêne massif du Yacht Club, où mes parents portaient un toast à 30 ans d'un mariage que je subventionnais depuis 5 ans. Je suis restée assise, à regarder mes mains. Elles reposaient sur le volant, tremblant encore légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline de l'insulte. Mes jointures étaient rugueuses, la peau sèche et calleuse. Il y avait une petite coupure sur mon pouce, causée par un morceau d'ardoise tranchant manipulé plus tôt ce matin-là. Et de la terre fine et sombre était incrustée profondément sous mes ongles. Ce n'étaient pas les mains d'une débutante du grand monde. C'étaient les mains d'une ouvrière, d'une bâtisseuse. Pendant une décennie, je m'étais convaincue que mon argent lavait ses mains, que si je signais assez de chèques, si je finançais assez de galas, si je rénovais assez de domaines familiaux, mes parents verraient au-delà de la saleté et verraient leur fille. Mais Pierre avait été clair ce soir. Pour eux, la saleté ne partait pas. Je n'étais pas leur héritage. J'étais leur utilité. J'étais le personnel. Alors, j'ai décidé de les aider à comprendre exactement ce que cela signifiait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran brillait dans la pénombre de la cabine. J'ai ouvert mon application bancaire, la reconnaissance faciale me connectant instantanément. Le solde me fixait un chiffre que j'avais construit brique par brique, projet par projet. J'ai navigué vers l'onglet « Virement en attente ». D'abord, le traiteur. Le virement devait partir dans l'heure pour couvrir le solde final du dîner d'anniversaire. 20 000 €. Cet argent représentait 3 mois de réveil à 4 heures du matin et de négociations avec des fournisseurs de granit. J'ai regardé le bouton « Annuler ». Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé. Virement annulé. La nourriture qu'il mangeait en ce moment même, impayée. Le champagne qui coulait à flots, impayé. J'ai fait défiler vers les virements mensuels permanents. Il y avait la ligne pour Chloé. Investissement commercial. 30 000 €. Chaque mois, depuis 3 ans, je finançais la marque lifestyle de ma sœur, qui semblait consister entièrement en vidéos d'unboxing et en photos de brunch. Elle n'avait jamais expédié un seul produit. J'ai regardé mon pouce calleux, puis son allocation. J'ai appuyé sur foi. Mettre fin au virement permanent. Abonnement annulé. Ensuite, la clinique de chirurgie esthétique. Ma mère, Béatrice, avait une procédure de maintenance prévue pour mardi, 10 000 €. Elle m'avait dit que c'était médicalement nécessaire pour sa confiance en elle. Je réalisais maintenant que sa confiance était bâtie sur les fondations de mon épuisement. J'ai supprimé le bénéficiaire entièrement. Bénéficiaire supprimé, c'était chirurgical. C'était silencieux. En moins de 2 minutes, j'avais dépouillé 60 000 € de leur écosystème mensuel. J'ai regardé le « solde disponible » sur mon écran remonté en flèche, récupérant les chiffres que j'avais réservés à leur vanité. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est émotionnelle. C'était une démolition. Quand une structure est pourrie, on ne peint pas par-dessus. On la condamne. On coupe le courant. On la met à terre pour pouvoir voir le ciel à nouveau. J'ai passé la première. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le siège passager, une vibration courte et unique, signalant un SMS, puis une autre. Puis le bourdonnement long et soutenu d'un appel entrant. L'écran s'est allumé avec « Maman ». Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués. J'ai juste laissé sonner, le son remplissant la cabine comme une alarme lointaine, alors que je quittais le parking en gravier et m'éloignais du port, les laissant à leur fête et à leur facture. J'ai conduit vers le nord, loin de la côte et vers les collines silencieuses du Pays Basque, où j'avais construit mon propre sanctuaire. Ma maison n'était ni un manoir, ni un penthouse. C'était une bergerie rénovée,
sauvée d'une ferme centenaire que les promoteurs voulaient raser. Je l'avais démontée poutre par poutre et remontée avec des renforts en acier et des murs de verre. C'était solide, c'était honnête, c'était tout ce que ma famille prétendait être mais n'était pas. Mon téléphone, vibrant toujours sur le siège passager, s'est finalement allumé avec le rythme spécifique et agressif d'une famille en crise. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, en m'engageant dans ma longue allée de gravier. « Chloé, t'es malade ? Le traiteur vient de remballer le plat principal. Tout le monde nous regarde. Règle ça maintenant ou je te jure, Manon. Maman. Espèce de sale gamine égoïste. Tu as gâché notre moment. Ton père est furieux. Refais le virement immédiatement ou ne t'avise pas de venir à Noël. » Et un message vocal de Pierre. Je ne l'ai pas encore écouté, mais l'aperçu de la transcription défilait. Honte pour cette famille. Attends-toi à payer les pénalités. Agis comme une adulte. J'ai garé le 4x4 et coupé le moteur. Le silence de la bergerie m'a enveloppée. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais pas la panique familière qui s'installait habituellement chaque fois que je les décevais. Au lieu de cela, je ressentais une étrange curiosité scientifique. Je regardais les décombres de leur soirée et réalisais que je n'étais pas celle qui les avait causés. J'avais juste retiré l'échafaudage. C'étaient eux qui n'avaient pas construit de fondation. Pendant des années, je m'étais demandé pourquoi je restais. Pourquoi je continuais à signer les chèques. Pourquoi avais-je rénové la villa d'Annecy pour eux. Pourquoi finançais-je les projets vaniteux de Chloé. Je me disais que c'était parce que j'étais la forte, la capable. Mais là, debout dans ma cuisine, mes bottes encore poussiéreuses, j'ai réalisé que ce n'était pas ça. J'étais tombée dans le piège de la banalisation de la cruauté. Ça n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas une explosion soudaine. C'est une érosion lente et méthodique. Ça commence quand tu as 7 ans, et qu'on te félicite d'être facile à vivre, tandis que ta sœur est félicitée pour son caractère. Ça continue quand tu as 16 ans, et qu'on attend de toi que tu travailles l'été pour payer ton assurance auto, alors que tes parents achètent une décapotable à ta sœur parce qu'elle en a besoin pour son image. Tu apprends à assimiler ta valeur à ton utilité. Tu commences à croire que l'amour est une transaction. Je répare, donc je suis aimée. Je paie, donc je compte. J'étais devenue l'architecte invisible de leur vie. Je construisais la scène sur laquelle ils se tenaient. J'installais les lumières qui les faisaient briller, je pavais les routes sur lesquelles ils roulaient. Et comme tout bon bâtisseur, on attendait de moi que je disparaisse une fois le ruban coupé. Mais ce soir, l'architecte avait quitté le chantier. J'ai regardé le téléphone à nouveau. Les messages arrivèrent toujours, un caprice numérique de la part de gens à qui l'on n'avait jamais dit non de leur vie d'adulte. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils ne demandaient pas si j'allais bien, ou pourquoi j'étais partie, ou si j'avais craché mon 4x4 sur la route. Ils s'inquiétaient pour l'esthétique. Ils s'inquiétaient pour les amuse-bouches. C'était la clarté dont j'avais besoin. Je me suis dirigée vers l'îlot central, j'ai pris le téléphone et je l'ai éteint complètement. L'écran est devenu noir. Le bruit s'est arrêté. Je n'allais pas arranger ça. Je n'allais pas envoyer un virement d'excuses au matin. J'allais inspecter le reste de la structure. S'ils étaient aussi désespérés pour une facture de traiteur, que cachaient-ils d'autre? Le soleil s'est levé sur les collines, projetant des ombres longues et nettes sur le sol de mon salon. Je ne me suis pas réveillée avec la gueule de bois du regret. Je me suis réveillée avec un plan. J'ai rallumé mon téléphone. Il a vibré immédiatement, un barrage d'appels manqués et de SMS inondant l'appareil comme une digue qui rompt. Je ne les ai pas lus. Je me fichais de l'excuse qu'ils avaient concoctée ou de la culpabilité qu'ils tentaient de me faire porter. J'ai ignoré le groupe familial et fait défiler jusqu'à un contact que je n'appelais habituellement que pour des litiges de zonage ou des révisions de contrat. Valérie. C'était une avocate d'affaires qui facturait 500 € de l'heure et avait la réputation de déchiqueter la partie adverse avec un sourire. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Manon, il est 7 heures du matin. D'habitude, tu es déjà au milieu d'une inspection de chantier. Je prends ma journée, ai-je dit en versant du café dans un thermos. J'ai besoin de t'embaucher. Pas pour l'entreprise. À titre personnel. Je t'écoute. Je veux un audit forensique complet. Je veux que tu sortes les dossiers de chaque actif que j'ai touché, chaque propriété que j'ai rénovée, et chaque compte vers lequel j'ai transféré des fonds au cours des 5 dernières années. Spécifiquement. La villa d'Annecy. Il y eut un silence sur la ligne, le bruit d'un stylet tapotant contre un écran. La villa ? Je pensais qu'elle était détenue par la SCI familiale. Tu as mis... quoi ?
115 000 € dans la rénovation l'année dernière. 115 412 €, ai-je corrigé. Je connaissais le chiffre au centime près. Cela couvrait les renforts structurels, le toit en ardoise importé, et la terrasse en acajou sur mesure, où mon père aimait boire son scotch et prétendre être un capitaine d'industrie. J'ai payé parce qu'on m'a dit que la propriété était dans une SCI qui m'incluait. On m'a dit que j'investissais dans le patrimoine familial. Et maintenant, je pense que le patrimoine est un mensonge. Je veux voir l'acte de propriété, Valérie. Je veux voir l'historique des hypothèques, les privilèges, les relevés fiscaux. Je veux savoir exactement à qui appartient le sol sur lequel j'ai construit. C'est l'option nucléaire, Manon. Si je commence à creuser et que je trouve quelque chose, ce ne sera pas une conversation tranquille au repas dominical. Ce sera une déposition. Tant mieux, ai-je dit. J'en ai fini avec les conversations tranquilles. J'ai raccroché. C'était étrange. Pendant des années, j'avais traité mes finances comme une fenêtre embuée, je savais que l'argent sortait, mais je refusais de regarder de trop près où il atterrissait, parce que j'avais peur de ce que je verrais. J'avais peur de voir que ma générosité n'était qu'une ligne budgétaire pour eux, une ressource à exploiter. Mais la peur avait disparu. À sa place se trouvait la curiosité froide et dure, d'un ingénieur inspectant une fissure dans un mur de soutènement. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait la pourriture. J'ai passé le reste de la matinée à rassembler mes propres dossiers. J'ai sorti de vieilles factures, des relevés bancaires et des chaînes d'emails où mon père promettait que la villa était notre futur. Je les ai compilés dans un dossier numérique, organisant les preuves avec la même attention méticuleuse aux détails que j'utilisais pour dessiner un plan paysager. À midi, j'avais une chronologie de chaque euro que je leur avais donné. Ce n'était pas juste une liste de dépenses. C'était la carte de ma propre exploitation. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné. C'était Valérie. « J'ai récupéré l'acte au bureau des hypothèques », dit-elle. Sa voix avait changé. La chaleur professionnelle avait disparu, remplacée par un tranchant dangereux. Et j'ai trouvé autre chose attachée au titre. « Manon, tu es assise. Dis-moi juste ce qu'il y a. Tu dois venir à mon bureau, maintenant. » Le bureau de Valérie était au 42e étage. Une suite d'angles de verre et d'acier qui surplombait la ville que j'avais passé la dernière décennie à aménager. Je me suis assise dans l'un de ces fauteuils en cuir, le dos rigide, les mains croisées sur les genoux. Je ne portais pas mes bottes de travail aujourd'hui. Je portais l'armure d'une femme sur le point de partir en guerre, un blazer taillé sur mesure et une résolution froide comme l'acier. Valérie ne s'est pas assise. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant un dossier sur son bureau comme s'il contenait quelque chose de radioactif. « J'ai fini l'audit », dit-elle en se tournant vers moi. Son visage était grave. « La bonne nouvelle, c'est que tu avais raison. La villa n'est pas dans une SCI. Elle ne l'a jamais été. Tes parents détiennent l'acte en nom propre. Et la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est ce qu'ils ont fait avec cet acte. » Elle a pris une simple feuille de papier et l'a fait glisser sur l'acajou poli. Elle s'est arrêtée parfaitement au bord du bureau, juste devant moi. C'était une demande de prêt. Une seconde hypothèque sur la propriété de la villa. J'ai regardé le montant. 200 000 €. J'ai regardé l'objet du prêt. Investissement capital. Expansion marque lifestyle. Chloé. Évidemment. Ils avaient hypothéqué le toit au-dessus de leur tête, le toit que j'avais payé pour remplacer, pour financer le projet vaniteux de ma sœur. Mon estomac s'est noué, une boule de déception familière. Je m'attendais à ce qu'ils soient irresponsables. Je m'attendais à ce qu'ils soient avides. Ils hypothèquent la maison, ai-je dit, la voix plate. C'est stupide, mais c'est leur maison. S'ils veulent la perdre au profit de la banque, c'est leur choix. Regarde le co-signataire, Manon. J'ai baissé les yeux vers le bas de la page. Il y avait 3 signatures. Celle de mon père, grasse et étalée. Celle de ma mère, serrée et cursive. Et là, sur la 3e ligne, il y avait la mienne. Manon Vance. Je l'ai fixée. Les boucles du nez étaient un peu trop larges. Le mème était un peu trop pointu. C'était une bonne imitation, assez bonne pour tromper un banquier, qui voulait juste boucler son dossier, mais ce n'était pas la mienne. Je n'ai pas signé ça, ai-je chuchoté. Je sais, dit Valérie. Regarde la date, le 12 septembre. J'ai fermé les yeux, accédant au calendrier dans ma tête. Le 12 septembre. Je me souvenais exactement où j'étais. J'étais debout dans une carrière à Carrare, en Italie, à me disputer avec un fournisseur sur le veinage d'une dalle de marbre pour le projet de la bibliothèque municipale. J'avais les tampons sur le passeport, les billets d'avion et les photos géolocalisées pour le prouver.
Mes parents n'avaient pas juste pris une mauvaise décision financière. Ils n'avaient pas juste été les bénéficiaires ingrats de mon travail acharné. Ils avaient commis un crime. Ils étaient entrés dans une banque, s'étaient fait passer pour moi, avaient imité ma signature et volé mon historique de crédit pour remettre 200 000 € à une sœur qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. C'est une usurpation d'identité, dit Valérie, la voix clinique. C'est une fraude bancaire. C'est du faux et usage de faux. Et comme les sommes sont importantes, c'est du pénal lourd. Si tu fais des faux là-dessus, ce qui, vu le sens des affaires de Chloé, est inévitable, la banque se retournera contre toi. Ils saisiront tes comptes. Ils détruiront le crédit dont tu as besoin pour faire tourner ton entreprise. J'ai levé les yeux vers elle. Ils ont supposé que je paierais, tout simplement. Pardon ? Ils savaient que la facture arriverait tôt ou tard, ai-je dit, la réalisation s'abattant sur moi comme un gel intense. Ils ne pensaient pas que je le découvrirais comme ça. Ils pensaient que la banque enverrait un avis de retard, que je paniquerais pour ma cote de crédit et que je ferais juste le chèque, comme je le fais toujours, comme je l'ai fait pour le traiteur, comme je l'ai fait pour les rénovations. Ils n'ont pas juste volé mon identité. Ils ont transformé ma propre responsabilité en arme contre moi. Ils ont misé sur le fait que j'étais la bonne fille, celle qui nettoyait les dégâts, celle qui ne pouvait pas supporter de voir la famille échouer. Ils ont transformé ma compétence en leur garantie bancaire. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, une grille de structures et de systèmes. Les bâtiments tenaient debout parce qu'ils suivaient les lois de la physique. Les familles, réalisai-je, s'effondraient parce qu'elles ignoraient les lois du respect. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Valérie. « On peut déposer plainte maintenant. On peut les faire arrêter avant le dîner. » J'ai regardé la fausse signature une dernière fois. C'était une trahison, oui. Mais c'était aussi autre chose. C'était un levier. Pas de police pour l'instant, ai-je dit. Je veux les documents originaux du prêt. Je veux que la déclaration de faux soit prête. Et je veux que l'acte de cession de la villa soit rédigé et prêt à signer. Valérie sourit, une expression tranchante et dangereuse. Tu vas les obliger à s'expulser eux-mêmes. Je vais les obliger à choisir, ai-je répondu. Ils peuvent perdre la maison à mon profit, ou ils peuvent perdre leur liberté au profit de l'État. Mon studio d'architecture est conçu pour être transparent. Les murs sont en verre du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur le jardin urbain que j'ai conçu pour le quartier. C'est un espace bâti sur l'honnêteté. Il n'y a pas de coin sombre où se cacher. Alors, quand Pierre et Béatrice ont fait irruption une semaine plus tard, ils n'avaient nulle part où cacher leur rage. Ils n'avaient pas pris rendez-vous. Ils n'ont pas frappé. Pierre a ouvert la lourde porte en verre à la volée, passant devant ma réceptionniste avec l'arrogance d'un homme qui croit posséder chaque pièce dans laquelle il entre. « Ça s'arrête aujourd'hui !» hurla Théil, sa voix résonnant sur les sols en béton. « Tu as coupé les vivres à ta sœur. Tu as humilié ta mère. Et maintenant la banque appelle pour des impayés ? Tu vas régler ça, Manon. Tout de suite. » Il utilisait sa voix de patriarche. C'était un ton qui me faisait autrefois rétrécir, un mélange de baryton, de déception et de commandement que j'avais passé 30 ans à essayer d'apaiser. Je n'ai pas rétréci. Je ne me suis même pas levée. J'ai simplement fait pivoter ma chaise pour leur faire face, posant mes coudes sur le bureau. « Tu as raison, » ai-je dit calmement. « Ça s'arrête bien aujourd'hui. »« Ne t'avise pas de me parler sur ce ton, » claqua Béatrice, serrant son sac de créateur payé. Je le savais maintenant, avec de l'argent qu'il n'avait pas. On t'a élevé, on t'a tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies ? En nous traitant comme des criminels, je vous traite comme des passifs toxiques. Ai-je corrigé ? J'ai ouvert le dossier en cuir sur mon bureau. J'ai sorti la simple feuille de papier que Valérie avait préparé la preuve du faux attaché à la demande de prêt. Je l'ai fait glisser sur la surface blanche et lisse de mon bureau. Elle s'est arrêtée directement devant le poing serré de Pierre. « Je suis au courant pour la seconde hypothèque », ai-je dit. « Et je suis au courant pour la signature. » Pierre baissa les yeux. Son visage, rouge de colère un instant plus tôt, se vida de son sang. Il ne toucha pas le papier. Il le fixa comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à mordre. C'était un malentendu, bégaya Théil, le volume de sa voix chutant instantanément. Un prêt relais. Juste le temps que la marque de Chloé décolle. On allait rembourser. Vous n'alliez rien rembourser du tout, ai-je dit. Vous avez mis mon nom parce que votre crédit est mort. Vous avez volé mon identité parce que vous supposiez que j'absorberais la dette pour protéger le nom de la famille. Je l'ai regardé se dégonfler. C'était fascinant. De manière clinique, de voir à quelle vitesse la fanfaronnade s'évaporait quand l'argent était retiré de l'équation.
J'ai réalisé alors ce que je regardais. Ce n'était pas du pouvoir. C'était l'illusion du pouvoir d'un portefeuille vide. Pendant des décennies, mes parents avaient fonctionné sur le principe que s'ils agissaient comme des riches, ils étaient riches. Ils croyaient que le statut était quelque chose qu'on pouvait louer, comme un smoking pour un gala. Ils portaient l'arrogance comme une armure, parce qu'en dessous, il n'y avait rien de substantiel. Ils étaient la classe des imposteurs, des gens qui confondent avoir et être. Quand on retire la limite de crédit et le luxe emprunté, il ne reste aucun caractère sur lequel s'appuyer. Pierre ne criait pas parce qu'il était fort. Il criait parce qu'il était terrifié que j'ai enfin vu le livre de comptes. Il était en faillite dans tous les sens du terme. « Est-ce que c'est » La voix de Béatrice tremblait. « Tu vas aller à la police ?»« Ça dépend des 5 prochaines minutes, » ai-je répondu. J'ai sorti le 2e document. L'acte de transfert de propriété. « Voici le marché, » ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. « Vous avez imité ma signature sur un prêt de 200 000 €. C'est un crime. Ça entraîne une peine de prison ferme. » Ils ont tous les deux tressailli. « Cependant, » continuai-je en tapotant le 2e document, « je suis prête à faire disparaître ce prêt. Je vais le payer. J'absorberai la dette que vous avez créée. » L'espoir vacilla dans les yeux de Pierre. « Merci Manon. Je savais que tu... » « Je n'ai pas fini, » le coupai-je. « En échange, vous me signez la villa. Pleine propriété. Aujourd'hui. Et vous quittez les lieux sous 30 jours. »« Tu n'es pas sérieuse, » chuchota Béatrice. « C'est notre maison. On va y prendre notre retraite. »« Non, » dis-je. « C'est ma maison. J'ai payé le toit. J'ai payé les murs. J'ai payé la terrasse. Et maintenant, je paye pour la fraude que vous avez commise pour y rester. Vous avez le choix. Vous pouvez vivre dans un petit appartement que vous payez réellement, ou vous pouvez vivre dans une cellule de prison. Ce sont les options. » Pierre regarda l'acte. Il me regarda. Il chercha la fille qui avait l'habitude de mendier son approbation, celle qui s'excusait d'être un désagrément. Elle n'était plus là. Il prit le stylo. Sa main tremblait violemment alors qu'il signait son nom sur la ligne. Il ne signait pas la perte d'une maison. Il signait l'aveu qu'il avait perdu le contrôle de son distributeur automatique. « Sortez de mon bureau », dis-je dès que l'encre fut sèche. Ils sont partis sans un mot. Ils sont sortis du studio de verre, petit et gris, me laissant seul dans la lumière. 30 jours plus tard, le vent venant du lac était assez froid pour mordre, mais je n'ai pas boutonné mon manteau. Je voulais le sentir. Je voulais sentir tout ce qui était réel. Je me tenais sur la terrasse en acajou de la villa, écoutant le son de « rien ». Les meubles vieille France avaient disparu, saisis ou vendus, je n'ai pas demandé. Les tapis antiques étaient partis. Les peintures à l'huile prétentieuses d'ancêtres auxquels nous n'étions même pas liés étaient parties. La maison était mise à nu jusqu'à l'os. L'ardoise, le cèdre, le verre. Pour la première fois depuis que j'avais coulé les fondations, la maison ne semblait pas lourde. Elle semblait légère. Elle semblait être la mienne. Les gens vous disent que couper les ponts avec sa famille, c'est comme perdre un membre. Ils parlent de la douleur fantôme, du deuil, du vide. Mais ils ne vous parlent pas de l'autre côté. Ils ne vous parlent pas du silence. Pendant 32 ans, ma vie avait été un chantier bruyant des exigences, des critiques, le marteau-piqueur constant des attentes de mes parents. Maintenant, la poussière était retombée. Je n'étais pas seule. J'étais juste debout dans une pièce avec une bonne acoustique pour la première fois de ma vie. Je suis entrée à l'intérieur, mes pas résonnant sur le parquet que j'avais posé de mes propres mains. J'ai placé mon carnet de croquis sur l'îlot de la cuisine. Je n'allais pas vivre ici. Cet endroit avait trop de fantômes de la vanité de mes parents. Mais je n'allais pas le vendre non plus. J'ai ouvert le carnet à une page vierge. J'ai pris mon fusain, la résidence des bâtisseurs. J'ai esquissé rapidement, les lignes coulant avec une aisance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je le voyais clairement. Un sanctuaire pour les jeunes architectes et paysagistes. Un endroit pour ceux qui étaient trop bruts pour les yacht clubs, ceux avec de la terre sous les ongles et de grandes idées dans la tête. J'offrirais des résidences, des bourses, du mentorat. Je construirais la famille que j'aurais dû avoir, une famille basée sur le talent, le respect et la compréhension partagée qu'il faut faire le travail pour mériter la vue. Mon téléphone était posé sur le comptoir. Il était silencieux. Pas d'urgence. Pas de demande de virement. Pas de crise fabriquée pour me garder en laisse. Mes parents étaient quelque part en ville, vivant dans un 2 pièces qui correspondait à leur budget réel. Chloé cherchait probablement un nouvel hôte auquel s'accrocher. Il n'était plus mon projet à gérer.
J'ai regardé l'eau. La surface calme et grise, comme une feuille d'acier. J'avais dépensé une fortune pour essayer d'acheter leur amour, seulement pour réaliser que c'était de la fausse monnaie. Mais le prix que j'ai payé, l'argent, le temps, le chagrin m'a acheté cette vue. Il m'a acheté ce silence. Et surtout, il m'a acheté la certitude que je suis l'architecte de ma propre vie. Et j'étais enfin prête à poser la première pierre. Si vous avez déjà dû construire votre propre paix sur les décombres des attentes de quelqu'un d'autre, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.